Une femme a protégé un arbre stérile pendant 43 ans alors que son village mourait de faim. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à défendre ce qui ne donne rien? Et vous, avez-vous déjà attendu quelque chose si longtemps que vous ne saviez plus pourquoi vous attendiez? Laissez un commentaire, car cette histoire va vous faire réfléchir à ce que signifie vraiment la patience. Si vous voulez découvrir ce qui se cache sous cet arbre et pourquoi cette attente a changé tout un village, abonnez-vous et activez les notifications parce que ce voyage va bouleverser votre façon de voir la foi et le temps. Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment où tout a basculé. La hache était levée. Mira sentait le poids du fer dans ses mains tremblantes, le manche lisse, usé par des décennies de travail. Autour d'elle, la neige tombait en silence, étouffant même le bruit de sa respiration. L'hiver avait mordu fort cette année, trop fort. Les greniers étaient vides. Les enfants du village pleuraient la nuit, le ventre creux, et devant elle, impassible, se dressait le figuier. Ses branches nues griffèrent le ciel gris comme des doigts suppliants. L'écorce grise, crevassée, portait les cicatrices de 40 hivers. 40 années sans un seul fruit. 40 années de promesses non tenues. Coupe-le, Mira. La voix de Kaël résonnait encore dans sa tête. Il était venu ce matin même, le visage creusé par la faim. Cette souche nous donnera du bois pour 3 jours, peut-être 4. Assez pour que ma petite Léna survive jusqu'au dégel. Mira avait hoché la tête. Elle avait même sorti la hache du cabanon. Mais maintenant, devant l'arbre, quelque chose se déchirait en elle. Elle se souvenait du jour où son père avait planté ce figuier. Elle avait 7 ans. Il avait creusé la terre de ses mains calleuses, murmurant des mots qu'elle ne comprenait pas encore. Puis il s'était tourné vers elle, les yeux brillants d'une certitude étrange. Celui-ci va demander de la patience, petite fleur. Mais quand viendra son temps, il nourrira plus que nos ventres. Il nourrira quelque chose de plus profond. Quand viendra son temps, papa? Il avait souri. Ce sourire doux et triste qu'elle ne reverrait jamais après sa mort, 3 mois plus tard. Quand tu auras appris à attendre sans désespérer. Mira baissa la hache. Ses bras lui faisaient mal. Tout son corps lui faisait mal. Elle avait 64 ans. Elle avait enterré son père, son mari, 2 de ses 3 enfants. Elle avait survécu à la peste, à la sécheresse, aux guerres qui avaient ravagé les collines environnantes. Et pendant tout ce temps, elle avait protégé cet arbre stupide. « Pourquoi » murmura-t-elle dans le vent. Personne ne répondit. Le figuier restait immobile, impénétrable, comme s'il gardait un secret qu'il refusait de partager. Autour d'elle, les autres arbres du verger avaient déjà disparu. Les pruniers, coupés l'année dernière, les cerisiers, brûlés dans l'âtre il y a 2 hivers. Même le vieux châtaignier qui avait nourri 3 générations avait fini en cendres. Il ne restait que le figuier, et lui ne donnait rien. « Tu me demandes de choisir entre une promesse morte et un enfant vivant ?» dit-elle à l'arbre, la voix étranglée. « Comment peux-tu être si cruel ?» Le vent souffla plus fort. Des flocons se posèrent sur ses cheveux gris, sur ses épaules voûtées. Dans le village, en contrebas, une lumière s'alluma, puis une autre. Les familles se rassemblaient autour du peu qu'il leur restait. Mira ferma les yeux. Elle sentait le froid mordre ses joues, l'humidité pénétrer ses os fatigués. Elle sentait aussi, enfoui très loin en elle, ce petit noyau de quelque chose qu'elle ne savait plus nommer. Pas de l'espoir, non, l'espoir était trop lumineux pour ce qu'elle ressentait. C'était plus têtu, plus silencieux, de la foi peut-être, ou juste de l'entêtement. Elle rouvrit les yeux et regarda le figuier une dernière fois, vraiment. Comme si elle le voyait pour la première fois. L'écorce portait des marques qu'elle connaissait par cœur. Ici, la branche cassée par la tempête de ses 20 ans. Là, la cicatrice où un enfant du village avait gravé son nom avant de partir à la guerre et de ne jamais revenir. Cet arbre contenait plus que du bois. Il contenait du temps, de la mémoire, des fantômes. La hache trembla dans ses mains. Puis, dans un geste lent et définitif, Mira la laissa tomber dans la neige. « Pas aujourd'hui », chuchota-t-elle. Elle ne savait pas si elle parlait à l'arbre, à son père mort ou à elle-même. Elle tourna le dos au figuier et redescendit vers le village, laissant derrière elle l'arbre et la hache abandonnée.
Ses pas s'enfonçaient dans la neige fraîche, traçant un chemin solitaire. Elle ne savait pas encore que ce choix, ce refus de couper, allait tout changer. Mais pour comprendre pourquoi, il faut remonter plus loin, bien plus loin, avant la neige, avant la faim, avant que la foi devienne le seul luxe qu'on ne pouvait plus se permettre. Qu'est-ce qui pousse une femme à protéger ce qui ne donne rien? 3 ans plus tôt, le printemps était venu avec violence cette année-là, déchirant l'hiver en quelques jours seulement. Mira se tenait devant le figuier, un seau d'eau à la main, observant les bourgeons qui gonflaient sur les branches. Cette fois, murmura-t-elle, cette fois, peut-être. Elle avait prononcé ces mots chaque printemps depuis 40 ans, comme une prière, comme un mensonge nécessaire. Derrière elle, une voix rauque s'éleva. « Tu parles encore à cet arbre mort ?» Mira ne se retourna pas. Elle connaissait cette voix, Danya, sa voisine, son amie autrefois, avant que l'amertume ne la ronge comme une maladie. Il n'est pas mort, Danya, il dort. Ça fait 40 ans qu'il dort. À un moment, ça s'appelle être mort. Mira versa l'eau lentement au pied de l'arbre, regardant la terre sèche l'absorber avec avidité. Elle sentait le regard de Danya peser sur sa nuque. Mon père disait « Ton père est mort depuis des décennies, Mira », et ses promesses avec lui. Le silence qui suivit était lourd. Mira posa le seau et se redressa lentement, ses genoux craquant. Quand elle se tourna enfin, elle vit ce qu'elle voyait toujours dans les yeux de Danya depuis la mort de son fils. Une rage froide cherchant où se poser. « Que veux-tu, Danya ? Le conseil se réunit demain. Ils vont voter pour l'abattage des arbres improductifs. Le tien est en tête de liste. » Mira sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Ils n'ont pas le droit. Ils ont tous les droits. Le village meurt de faim un hiver sur 2. Ton arbre occupe de la place, de l'eau, de l'attention. Danya fit un pas en avant. Et pourquoi? Pour nourrir ton orgueil? Ce n'est pas de l'orgueil. Alors c'est quoi? De la folie? Mira ferma les yeux un instant. Comment expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas vraiment? Cette certitude têtue qui vivait en elle comme une braise refusant de s'éteindre. « C'est de la fidélité », dit-elle enfin. Danya ricana. « La fidélité à un mort et à un arbre stérile. Belle vie que tu t'es construite là. » Elle partit sans attendre de réponse, laissant Mira seule avec le figuier et le poids de ses paroles. Cette nuit-là, Mira ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, regardant la lune éclairer le verger. Elle pensait à son père, à ses mains fortes plantant l'arbre, à sa voix douce lui expliquant que certaines choses dans la vie demandent plus que de la patience. Elles demandent de la foi sans preuve. « Mais jusqu'à quand, papa ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. « Jusqu'à quand dois-je attendre ?» Le lendemain, le conseil se réunit sur la place du village. 15 hommes et femmes, assis en cercle, le visage grave. Mira se tenait debout devant eux, les mains jointes pour cacher leur tremblement. Kaël, le menuisier, prit la parole le premier. À cette époque, sa fille Léna avait 8 ans et courait encore dans les ruelles en riant. « Personne ne veut te faire du mal, Mira. Mais on ne peut plus se permettre le luxe du sentimentalisme. Cet arbre ne donne rien depuis 40 ans, il ne donnera jamais rien. Tu ne peux pas en être sûr, » répondit Mira, la voix plus ferme qu'elle ne le sentait. 40 ans sans un seul fruit, c'est une certitude suffisante. Une vieille femme nommée Elsa intervint, sa voix douce mais ferme. « Et si elle a raison? Et si l'arbre produit l'année prochaine? L'année prochaine, on sera mort de faim, » gronda un fermier. « L'année prochaine, c'est un luxe qu'on n'a plus. » Le débat dura 2 heures. Mira écouta les arguments s'entrechoquer, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Elle vit dans leurs yeux ce qu'elle avait toujours su. Ils avaient raison rationnellement, pratiquement, logiquement. Mais la logique ne pouvait pas expliquer pourquoi. Chaque matin depuis 40 ans, elle se réveillait avec la certitude que cet arbre signifiait quelque chose de plus grand qu'elle. Finalement, le vote fut reporté, pas par compassion, par épuisement. « 1 an, dit Kaël en se levant. On te donne 1 an, Mira. Si l'arbre ne produit rien d'ici le prochain hiver, il sera coupé, sans discussion. » Mira hocha la tête, incapable de parler. Elle rentra chez elle dans le crépuscule, ses jambes lourdes. Le figuier se dressait dans la pénombre, ses branches nues se découpant contre le ciel rougeoyant. Elle s'approcha et posa sa main contre l'écorce rugueuse.
1 an, murmura-t-elle. Tu as 1 an pour me prouver que je n'ai pas consacré ma vie entière à une illusion. L'arbre ne répondit pas. Il ne répondait jamais. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Mira pleura. Non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus complexe. Un mélange de peur, d'espoir et de ce fardeau étrange qu'est la foi quand elle commence à peser plus lourd que la raison. Elle ne savait pas encore qu'elle n'aurait pas 1 an, elle aurait 3 ans. 3 années de sécheresse, d'espoir déçu et de patience poussée jusqu'à sa limite la plus cruelle. 3 années qui l'amèneraient à ce matin de neige, la hache à la main, face au choix le plus impossible de sa vie. Les 3 années qui suivirent furent un exercice de torture lente. Le premier printemps, après le vote du conseil, le figuier bourgeonna comme toujours. Mira passa des heures à observer chaque branche, cherchant des signes. Elle parlait à l'arbre, le suppliait, négociait avec lui comme on négocie avec le destin. Juste quelques fruits, 3 ou 4, c'est tout ce que je demande. Mai arriva. Les bourgeons gonflèrent, prometteurs. Mira sentit l'espoir fleurir dans sa poitrine comme une douleur aiguë. Elle arrosait 2 fois par jour. Elle chassait les oiseaux. Elle priait des dieux auxquels elle ne croyait plus vraiment. Puis juin vint avec sa chaleur sèche et les bourgeons tombèrent. Tous, en 1 semaine. Mira les ramassa un par un dans la poussière, ses petites promesses avortées. Elle les serra dans sa main jusqu'à ce qu'ils se transforment en poudre brune. Cette nuit-là, Kaël vint frapper à sa porte. « Je suis désolée, Mira. » Elle ne répondit rien. Que dire? Qu'elle aussi était désolée? Désolée d'être née avec cette obstination ridicule? Désolée de ne pas pouvoir abandonner? Le conseil se réunit dans 2 semaines, continua Kaël, mal à l'aise. Ils vont voter à nouveau. Je sais, tu pourrais le couper toi-même. Avant, ça serait plus digne. Mira leva enfin les yeux vers lui. La dignité, Kaël, c'est de tenir sa parole même quand personne ne comprend pourquoi. Il partit en secouant la tête. Mais 2 jours avant le vote, un miracle se produisit. Pas le miracle qu'attendait Mira. Un incendie éclata dans la forêt au nord du village. Le feu dévora 3 fermes, détruisit des réserves entières. Le conseil annula sa réunion. Ils avaient des urgences plus pressantes qu'un arbre stérile. Mira reçut un sursis qu'elle n'avait pas demandé, acheté par la souffrance d'autres. Elle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou coupable. Le 2e printemps fut pire. Cette fois, le figuier ne bourgeonna même pas. Ses branches restèrent nues, grises, presque mortes. Mira passait des heures à les examiner, cherchant un signe de vie. Elle grattait l'écorce avec son ongle, espérant voir du vert en dessous. Il y avait du vert, faiblement. L'arbre vivait encore, mais à peine. « Tu te moques de moi ?» murmura-t-elle un soir, la joue contre le tronc rugueux. « Tu me fais attendre juste pour me torturer ?» Elsa, la vieille femme qui l'avait défendue au conseil, mourut cette année-là. Dans son délire fiévreux, elle avait appelé Mira et lui avait serré la main. Peut-être que la promesse de ton père n'était pas sur les fruits, petite. Peut-être qu'elle était sur toi. Je ne comprends pas. Tu comprendras, quand ce sera fini. Mais quand serait-ce fini? Mira avait 63 ans. Ses os craquaient, ses mains tremblaient. Chaque matin était une négociation avec son corps fatigué pour se lever, marcher jusqu'au figuier, recommencer. Le 3e printemps arriva avec une sécheresse terrible. Les puits s'asséchèrent, les récoltes brûlèrent dans les champs. Les enfants pleuraient de soif avant de pleurer de faim. Mira voyait les regards se tourner vers son figuier, vers l'eau qu'elle continuait à lui donner alors que les bébés avaient les lèvres craquelées. « Tu es une égoïste », lui cracha Dania un jour, « une égoïste et une folle. » Peut-être avait-elle raison. Mira ne savait plus. Elle se souvenait d'avoir été jeune, d'avoir été certaine. Maintenant, elle n'était plus qu'une vieille femme accrochée à un arbre mort et à une promesse dont elle ne comprenait plus le sens. Un soir de juillet, elle s'assit sous le figuier et parla à son père mort. « Je ne sais plus si je fais ça pour toi, pour l'arbre, ou parce que j'ai trop peur d'admettre que j'ai gaspillé ma vie entière. » Le vent agita doucement les branches vides. Mira ferma les yeux. « Donne-moi un signe. N'importe quoi, juste quelque chose qui me dise que je ne suis pas folle. » Aucun signe ne vint. Puis l'hiver arriva, le terrible hiver de neige et de famine.
L'hiver où Kaël vint la supplier, les larmes aux yeux, de couper l'arbre pour sauver sa fille, Léna. L'hiver où Mira se retrouva avec une hache à la main et un choix impossible dans le cœur. Elle avait parcouru ce labyrinthe pendant 3 ans, tournant en rond, cherchant une sortie. Mais les labyrinthes n'ont pas de sortie. Ils ont juste un centre, un endroit où on arrive enfin face à la vérité qu'on fuyait depuis le début. Et la vérité de Mira était simple et terrible. Elle ne savait plus si elle protégeait l'arbre par foi ou par peur d'avoir vécu pour rien. L'histoire vous touche? Si vous voulez découvrir ce qui arrive ensuite à Mira et à son figuier mystérieux, abonnez-vous et laissez un commentaire. Parfois, les histoires sur la patience nous parlent, parce que nous aussi, nous attendons quelque chose sans savoir si ça viendra. Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez dans votre propre vie? Quand elle laissa tomber la hache dans la neige, ce matin-là, Mira ne savait pas qu'elle venait de franchir une porte invisible. Une porte qui s'était ouverte, non pas parce qu'elle avait trouvé des réponses, mais parce qu'elle avait enfin accepté de vivre dans la question. Et c'est précisément là, dans cet espace fragile, entre l'abandon et l'obstination, que la véritable histoire allait commencer. Mira rentra chez elle ce matin-là, les mains vides et le cœur lourd d'une décision qu'elle ne comprenait pas elle-même. Elle avait laissé la hache dans la neige. Elle avait épargné l'arbre. Mais elle n'avait aucun plan, aucune solution pour la faim qui rongeait le village. En traversant la place, elle croisa Kaël qui portait sa fille Léna, endormie dans ses bras. L'enfant était trop maigre, sa peau trop pâle. Kaël ne dit rien, son regard disait tout. Mira baissa les yeux et continua son chemin. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta assise près du feu mourant, regardant les braises rougeoyer puis s'éteindre. Quand l'aube arriva, grise et froide, elle prit une décision. Elle sortit dans le froid mordant et se dirigea vers le cabanon. Mais au lieu de prendre la hache, elle prit une pelle. Si elle ne pouvait pas couper l'arbre, elle pouvait au moins creuser, chercher des racines comestibles, quelque chose, n'importe quoi pour nourrir ne serait-ce qu'un enfant. Elle commença à creuser au pied du figuier, là où la terre était moins gelée, protégée par les racines. La pelle s'enfonçait difficilement, ses bras tremblaient, mais elle continuait, creusait, cherchait. 1 mètre, puis 2, et c'est là qu'elle la trouva. Une boîte, petite, en métal rouillé, enterrée profondément sous les racines du figuier. Ses mains gelées tremblaient en la sortant de la terre. Elle la nettoya avec sa manche, révélant des motifs gravés qu'elle reconnut immédiatement, les motifs que son père gravait sur tous ses outils. Le cœur battant, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un carnet enveloppé dans une toile cirée, des pages jaunies couvertes de l'écriture de son père, et un petit sachet de graines. Mira s'assit dans la neige, indifférente au froid, et commença à lire. « À ma fille, si tu lis ceci, c'est que tu as tenu plus longtemps que je ne l'espérais. » Les mots dansaient devant ses yeux. Son père expliquait tout. Le figuier n'était pas censé donner des fruits, pas rapidement en tout cas. C'était une variété rare, ancienne, qui demandait des décennies avant de produire. Il le savait, il l'avait toujours su. « Je ne t'ai pas menti, Mira, je t'ai donné quelque chose de plus précieux qu'un arbre fruitier. Je t'ai donné une raison de rester, d'attendre, de ne pas partir comme tous les jeunes du village. » Mira sentit les larmes couler sur ses joues gelées. « Après ma mort, tu aurais pu t'en aller. Épouser ce garçon de la ville voisine qui te faisait les yeux doux, partir vers une vie plus facile. Mais je connaissais ton cœur, tu avais besoin d'une encre. Quelque chose à protéger, quelque chose qui te protège de l'oubli. » Elle tournait les pages avec des mains tremblantes. Son père racontait comment il avait planté cet arbre après la mort de sa femme, la mère de Mira, comment le chagrin l'avait presque détruit, comment s'occuper de cet arbre exigeant l'avait sauvé. La foi, ma fille, n'est pas de croire que les choses vont arriver. C'est de continuer à vivre même quand elles n'arrivent pas. Mira ferma les yeux. Tout ce temps, toutes ces années, elle avait cru attendre un miracle extérieur, alors que le miracle se produisait en elle, jour après jour, dans le simple acte de ne pas abandonner. Elle n'avait pas protégé l'arbre. L'arbre l'avait protégée. Il lui avait donné une raison de se lever chaque matin, une routine, un sens, quelque chose de plus grand qu'elle-même à quoi se raccrocher quand la vie devenait insupportable, quand elle avait perdu son mari, quand elle avait enterré ses enfants,
quand la solitude menaçait de la consumer. Le figuier avait été son ancre, pas sa prison. Elle ouvrit le sachet de graines, des graines de légumes anciens, résistants au froid, que son père avait collectés. Avec un mot: quand tu comprendras que l'arbre t'a déjà tout donné, plante ses graines, nourris le village, mais garde l'arbre, pas pour moi, pour ce qu'il t'a appris sur toi-même. Mira resta assise dans la neige jusqu'à ce que Kaël vienne la chercher, alerté par un voisin qui l'avait vue immobile depuis des heures. « Mira, que s'est-il passé ?» Elle leva les yeux vers lui, le carnet serré contre sa poitrine, et pour la première fois depuis 3 ans, elle sourit. « J'ai compris. » Compris quoi? Que j'attendais la mauvaise chose. Ce soir-là, elle réunit le village sur la place. Elle leur montra les graines, expliqua ce qu'elle pouvait planter dès que le dégel viendrait. Des variétés oubliées, résistantes, qui pourraient sauver les récoltes futures. « Et le figuier ?» demanda Dania, méfiante. Mira regarda vers son verger, où l'arbre se dressait dans l'obscurité. « Le figuier reste, pas parce qu'il va donner des fruits, mais parce qu'il nous a déjà donné quelque chose de plus important. Quoi donc? Il m'a appris que certaines choses dans la vie ne sont pas faites pour produire vite. Elles sont faites pour nous transformer pendant qu'on les attend. » Kaël s'approcha, Léna dans ses bras. La petite fille ouvrit les yeux, regarda Mira. « Les graines que vous m'avez données, dit Kaël doucement, elles peuvent vraiment nous sauver. Elles peuvent nous aider. Le reste, c'est à nous de le faire. » Cette nuit-là, Mira dormit profondément pour la première fois depuis des années. Elle rêva de son père, debout près du figuier, souriant de ce sourire doux qu'elle avait cru oublier. Dans le rêve, il ne disait rien. Il n'avait pas besoin. Elle avait enfin compris ce qu'il avait essayé de lui dire 40 ans plus tôt. La patience n'est pas passive. C'est la forme la plus active de l'espoir. C'est continuer à arroser ce qui ne fleurit pas encore. Non pas parce qu'on est sûr que ça fleurira, mais parce que l'acte même d'arroser nous empêche de nous dessécher. Le figuier n'avait jamais eu besoin de donner des fruits pour justifier son existence. Il avait juste besoin d'être là, silencieux et patient, pour rappeler à Mira qu'elle aussi avait le droit d'exister sans produire constamment, sans justifier, sans prouver. Parfois, être là suffit. Parfois, tenir bon est déjà une victoire. Le printemps revint comme il revient toujours, indifférent aux drames humains. La neige fondit, les graines furent plantées. Le village, encore fragile, recommença à respirer. Les enfants riaient à nouveau dans les ruelles, leurs voix claires comme des promesses neuves. Mira avait 64 ans maintenant. Ses mains tremblaient davantage, ses genoux protestaient à chaque pas. Mais chaque matin, elle marchait jusqu'au figuier et posait sa main contre l'écorce rugueuse. Non plus en suppliant, juste en remerciant. « Merci de m'avoir gardé », murmurait-elle parfois. Un matin de mai, alors qu'elle arrosait les nouvelles pousses des légumes anciens qui commençaient à verdir la terre, elle entendit un cri. Léna, la petite fille de Kaël, maintenant âgée de 9 ans, courait vers elle, les yeux brillants. « Mira! Mira! Viens voir !» Doucement, petite, mes jambes ne sont plus aussi rapides que... Le figuier! Il y a quelque chose sur le figuier. Mira sentit son cœur faire un bond étrange. Elle suivit l'enfant aussi vite que ses vieilles jambes le permettaient. Et là, sur une branche basse qu'elle avait caressée 1000 fois, elle le vit. Un bourgeon, mais pas comme les autres. Celui-là était différent, plus gros, plus ferme. Et en l'examinant de près, elle reconnut la forme caractéristique d'un bourgeon de figue naissant. Mira ne dit rien. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle resta juste là, la main sur le tronc, sentant sous ses doigts le lent battement de la vie qui circulait dans le bois. « Il va faire des fruits ?» demanda Léna, émerveillée. « Peut-être, peut-être pas, mais tu as attendu si longtemps. » Mira sourit et s'agenouilla avec difficulté pour être à la hauteur des yeux de l'enfant. « Tu sais, Léna, j'ai cru pendant longtemps que j'attendais des fruits, mais je me trompais. Ce que j'attendais vraiment, c'était de comprendre pourquoi j'attendais. » La petite fille fronça les sourcils, ne comprenant pas vraiment. Ce n'était pas grave, elle comprendrait un jour, ou peut-être pas. Certaines leçons n'ont de sens que pour ceux qui les vivent. Les semaines passèrent, le bourgeon devint une petite figue verte, puis 2, puis 5. Le village regardait avec un mélange d'émerveillement et de confusion.
Après 43 ans de stérilité, le figuier produisait enfin. « Tu vois ?» dit Dania un jour, son amertume un peu adoucie. « Tu avais raison de tenir bon. » Mira secoua la tête doucement. « Non, Dania, ce n'est pas ça. J'avais raison de tenir. Oui, mais pas parce que l'arbre allait donner des fruits. J'avais raison parce que tenir m'a appris quelque chose sur moi que je ne pouvais apprendre autrement. Je ne comprends pas. Je sais. Moi non plus, je ne comprenais pas. Pendant 43 ans, les figues mûrirent lentement. Il n'y en eut pas beaucoup. 7 au total. Juste 7 petits fruits après 4 décennies d'attente. Le village voulut organiser une fête, partager les fruits, célébrer le miracle. Mais Mira refusa. « Ces fruits ne sont pas pour nous, » dit-elle. « Alors pour qui ?» Elle réfléchit un instant, regardant les 7 figues suspendues aux branches comme des petites lanternes sombres. « Pour les oiseaux, pour les insectes, pour la terre, laissons-les tomber et nourrir ce qui doit être nourri. » Certains la prirent pour une folle, d'autres comprirent vaguement qu'il y avait là quelque chose qu'ils ne pouvaient saisir. Seul Kaël s'approcha d'elle ce soir-là. « Les graines que tu nous as données ont sauvé ma fille. Le figuier aussi à sa manière, pas par ses fruits, parce qu'il t'a appris et que tu nous as transmis. » Mira posa sa main sur l'épaule du menuisier. « Certaines choses ne sont pas faites pour être consommées, Kaël. Elles sont faites pour nous transformer. Les fruits viendront maintenant, chaque année, mais ils n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce voyage. » Les figues tombèrent une à une. Elles nourrirent des oiseaux qui restèrent chanter près de la maison de Mira tout l'automne. Leurs graines germèrent dans des endroits inattendus, donnant naissance à de jeunes figuiers sauvages dans les collines. Mira vécut encore 7 ans après ce printemps-là. 7 années où le figuier produisit régulièrement, modestement. Jamais beaucoup, juste assez. Et chaque fois, elle donnait les fruits aux enfants du village, aux vieillards, à ceux qui en avaient besoin. Quand elle mourut, par une nuit douce de septembre, ce fut Léna, devenue une jeune femme de 16 ans, qui prit soin du figuier. « Pourquoi tu continues à t'occuper de cet arbre ?» lui demanda un jour son père. Léna sourit, la même sagesse tranquille dans les yeux que celle qu'avait eue Mira. « Parce qu'il m'apprend la patience. Il donne des fruits maintenant. Tu n'as plus besoin d'être patiente. La patience n'est pas d'attendre que quelque chose arrive, papa. C'est de rester fidèle même quand rien n'arrive. Mira m'a appris ça. » Kaël regarda sa fille, vit dans ses traits quelque chose de plus profond que son âge. « Elle t'a appris bien plus que ça, je crois. Oui, elle m'a appris que la vie n'est pas une course vers la récolte. C'est l'attention qu'on porte pendant la croissance. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Léna s'assit sous le figuier exactement comme Mira l'avait fait pendant 43 ans. Elle posa sa main contre l'écorce et murmura « Merci de m'avoir gardé. » L'arbre ne répondit pas, il ne répondait jamais. Mais dans le vent qui agitait doucement ses branches, dans le chant des oiseaux qui y avaient fait leur nid, dans l'ombre fraîche qu'il offrait aux voyageurs fatigués, il continuait de faire ce qu'il avait toujours fait. Il continuait d'exister, patiemment, silencieusement, comme un témoin de cette vérité simple et difficile que peu de gens apprennent. La foi ne change pas le monde, elle ne fait pas fleurir les arbres stériles plus vite. Elle ne résout pas les problèmes par magie, mais elle nous garde debout pendant que le monde fait son œuvre. Elle nous empêche de couper ce qui a besoin de temps pour devenir ce qu'il doit être. Elle nous rappelle que nous aussi, nous sommes des graines plantées dans le temps, attendant patiemment notre propre floraison, et que l'attente elle-même est déjà une forme de croissance. Après 43 ans, le figuier a enfin donné ses fruits, mais Mira a fait quelque chose que personne n'attendait avec ses 7 figues. Ce geste a révélé la véritable leçon de toute cette attente. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous attendez dans votre propre vie en ce moment ? Quelle est cette chose qui vous demande de la patience sans garantie ? Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour que d'autres puissent la découvrir. Parce que parfois, nous avons tous besoin d'être rappelés que l'attente elle-même est déjà une forme de croissance. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui font réfléchir sur le sens profond de nos choix. Et rappelez-vous, la foi ne fait pas fleurir les arbres plus vite. Elle nous garde debout pendant que le temps fait son œuvre.